Mardi 17 avril. Aujourd'hui à l'émission, un spécial jamais vu, jamais entendu. Parce que vous savez, quand on fait des entrevues, il arrive que l'on déborde soit du sujet ou du temps alloué. Faites un calcul rapide, 27 minutes environ d'émission et 2 invités, 13 minutes 30 chacun. Il arrive parfois qu'on l'on déborde vraiment beaucoup et aujourd'hui, on va avoir ces extraits-là. Bienvenue à Studio Libre. L'humoriste Sébastien Haché nous présentait son spectacle Tiré à blanc qui parle d'infertilité masculine. Il était le 6 avril dernier au Troquet à Hall et donc je lui ai demandé, vu que le Troquet est une salle quand même assez intime, qu'est-ce que ça lui apportait, surtout quand on parle d'un sujet qui est quand même assez tabou. Eh bien, tu vas être avec nous le 6 avril prochain au Troquet. C'est un bar, donc c'est quand même relativement petit. Donc, tu vas avoir une proximité avec les gens. Comment est-ce que tu aimes ça ou appréhendes ça, j'allais plutôt dire, quand c'est ça que j'aime. La proximité ou une vaste salle de 2000 personnes qui rient en même temps? Bon, c'est sûr que c'est facile de dire là, que moi j'aime ça jouer dans des petites salles parce que c'est plus cosy puis ça crée un contact avec le public, mais c'est parce que je réussis pas à en remplir des salles de 2000 places à la base, on peut dire ça. Par contre, l'humour, c'est un art de proximité, je pense. Et plus on est squeezés ensemble, plus on est proche, plus le rire se propage, c'est plus c'est contagieux. Tu sais. Oui. Fait que moi j'aime beaucoup ça, puis comme je dis, je ne joue que dans des petites salles. La tournée, là, c'est des salles de 69, je pense que c'est la plus petite salle que je fais, mais en général, c'est 100, 150, gros max, pas mal, tu sais, les salles que je fais. Puis c'est bien, on est proche des gens, je les vois, les gens, tu sais, quand tu es dans une grande salle, tu as les spots d'en face qui sont très forts, tu vois à peine la première rangée, puis tu vois rien. Fait c'est très agréable de voir les gens, de voir leurs réactions, parce que c'est un spectacle qui crée quand même quelque chose de spécial dans la salle. Oh, j'imagine qu'il doit y avoir des couples qui doivent se regarder ou des gens dire est-ce que c'est dans notre situation? Est-ce que tu as réussi est-ce que tu peux réussir à voir aussi le genre oui, ça nous arrive, mais on veut pas en parler? Ben, moi, je le demande tout le temps, en fait, en début de spectacle, s'il y a des gens qui vivent ou qui ont vécu ou qui s'apprêtent à vivre quelque chose de semblable dans ce genre-là. Puis j'ai toujours quand même pas mal de gens qui viennent puis qui c'est beaucoup des gens qui l'ont vécu. Je pense que les gens qui sont en train de le vivre des fois ils sont c'est peut-être un peu trop chaud là, tu sais, pour eux là, de venir en parler pendant 1 heure là. Mais il y a beaucoup de gens qui le vivent puis eux c'est le meilleur public parce que tu sais bien que le spectacle il est drôle pour tout le monde, même si tu n'as pas vécu ça, ça reste drôle, mais si tu l'as vécu de l'intérieur, ça te rapporte à tes propres affaires, ce que tu as vécu, veux pas, c'est encore beaucoup plus drôle, tu sais, tout ça. Tu sais. Puis c'est drôle parce que ces numéros-là, tu sais, moi, je les ai fait, comme je disais, je les ai écrits au fur et à mesure, puis je les ai faits dans les bars, tu sais, à gauche, à droite, puis des fois, je les faisais dans des segments plus longs, tu sais, où je faisais juste un petit chunk là, dans le spectacle plus long que je présentais. Puis aussitôt que j'embarquais là-dedans, il y a une espèce de tension qui se crée dans la salle. Si ça placotait un peu, on dirait que tout le monde, ça devient super calme. Les gens écoutent vraiment beaucoup. Il y a vraiment de quoi de spécial qui se passe en parlant de ça. Puis c'est super le fun parce que là, le spectacle au complet, ça finit que le spectacle au complet est spécial. Fait que c'est super le fun. Il y a vraiment de quoi de quasiment magique ce qui se passe. Je l'ai fait la dernière fois, le samedi passé, le 9 mars, ici au Terminal Comedy Club à Montréal. Puis la salle était complète, c'est effervescent dans la salle. Il y a comme une espèce d'excitation, je sais pas si tu parles le thème, comme tu disais au début, c'est très tabou. Fait que là, on en parle, il y a comme un ouh, c'est excitant, là, tu sais. Fait que c'est vraiment le fun. J'ai beaucoup de plaisir à faire le spectacle. Avec Sébastien Haché, on a également parlé d'anxiété, car il en souffre depuis plusieurs années, a trouvé des solutions et en fait même des conférences. Donc, il nous explique comment parler de sujets beaucoup plus personnels en humour. Tu dis aussi que l'anxiété, pour y revenir, ça a été un frein notamment dans ta vie personnelle et professionnelle aussi. Est-ce que tu as évalué à quel point, si tu n'avais pas eu ce frein-là, entre guillemets, ta carrière pourrait être plus avancée que... Est-ce que tu as fait l'évaluation? Parce que c'est sûr qu'avec les comparses humoristes qui étaient avec nous autres en même temps à l'école, évidemment, on va se comparer. Là.
Oui, mais j'essaie le moins possible parce que sinon, ça, c'est décourageant. Ben oui, tu sais, comme là, tu vois ça, ce spectacle-là, Tiré à blanc, c'est mon 5e spectacle que Mhm. je fais, tu sais. Mais c'est la première fois que j'ai le guts de dire, OK, ce spectacle-là, il est bon, je pars en tournée avec partout au Québec. Anciennement, je le OK. faisais 4, 5 fois à Montréal, dans les environs, puis j'étais comme, ben, c'est ça pour ce spectacle-là, tu sais, tout le Mhm. monde qui voulait le voir l'a vu, tu sais. Parce que, bon, on veut pas t'es pas très en confiance, tout ça. Fait que là, je me suis dit, il faut que ce spectacle-là, parce que non seulement c'est bon, parce qu'en plus c'est pertinent, ce qui est Oui, extraordinaire. effectivement. Fait que je me suis dit, faut que je me force. Puis, fait que tu vois, ça, c'est le genre de choses qui en est un frein, cette espèce de confiance, de tout ça, tu sais, de pousser plus loin, de partir des projets, de tout, Mhm. chose que je n'ai pas fait. Tu sais, moi, j'ai fini l'école de l'humour en 2008. Ça fait quand même un certain moment. Tu sais, beaucoup de gens que vous connaissez très bien, qui ont fini l'école Mhm. bien après moi, mais qui eux, ils ont une belle confiance. Tu sais, fait que finalement, l'humour, c'est beaucoup de la confiance, hein. C'est ça qui se Mhm. passe. Sur scène aussi, le rendu, si t'es pas en confiance, même si les gens ils peuvent pas mettre le doigt dessus et dire Mhm. ce garçon-là n'est pas en confiance, ils le sentent, puis ils s'embarquent moins, puis tout ça. Fait que dans ma vie professionnelle, ça a eu vraiment un gros impact. Tu sais, j'ai été longtemps, je pense, chez nous à attendre que Gilbert Rozon, à l'époque où il était Mhm. présentable, Oui. m'appelle. Il m'appelle pas souvent. Voilà. Puis dans ma vie personnelle, ben, c'est un peu la même Mhm. chose. Tu sais, je suis pas très porté à aller vers l'avant. C'est toujours un problème de confiance, tu sais, d'anxiété sociale. Tu sais, Mhm. j'ai le goût de retourner chez nous rapidement dans ma sécurité. Je suis bien dans mon cocon. Tu sais. Mhm. Fait que voilà, oui, ça aurait été un frein Mhm. énormément. Est-ce que j'essaie que ça le soit le moins possible Mhm. Parce que maintenant? des humoristes anxieux, eh ben, je sais pas, bon, tu dois en croiser plus d'un, là. T'es pas le. Oh, Tu n'as pas la je suis pas totalité, là, spécial. non, non, des humoristes anxieux, mais une fois qu'ils montent sur scène, ben, ils deviennent vraiment Ouais, une autre personne. On dit souvent, on a un personnage de scène, ouais. mais d'en parler comme ça, il y en a d'autres qui en parleraient pas. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu croises qui font comme non, 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 moi, je n'aborderai jamais ce sujet-là, mon image et compagnie? Ben, de moins en moins, je pense. Mhm. Tu sais, on en parle de plus en plus, là, tu sais, de la santé mentale, ce genre Mhm. d'affaires-là. Tout. Puis on est comme j'ai l'impression qu'on est un peu dans une ère de. On peut plus là, juste, à titre d'humoriste, on peut plus juste se présenter sur scène et dire Hey, ma blonde, l'autre fois, telle affaire. Mhm. Les gens, tu sais, ils s'y connaissent beaucoup maintenant en humour. Il y en a beaucoup Mhm. au Québec. Tu sais, ils veulent avoir des trucs qui sont vrais. Tu sais, j'en vois de plus en plus là, tu sais, des humoristes qui sautent sur des affaires très Mhm. personnelles. Puis c'est bien parce que les histoires les plus personnelles sont les plus universelles dans un sens. Tu sais, parce que quand on fait quelque chose, ben tout le monde le fait, cette affaire-là, fort probablement. Hein? Fait que tout le monde se On n'est pas les reconnaît, seuls. tout le monde. Non, c'est ça. On est tous pareils. Hein? On a toutes les mêmes bébites. Là, tu sais, Mhm. on Oh vit oui. avec de façon peut-être différente, mais on est tous des bébites bizarres, chacun notre part. Fait, on est tous un peu pareils. Fait que moi, on est un peu dans une ère de ça, je trouve. On veut beaucoup s'ouvrir. J'en vois de plus en plus, même des humoristes qui étaient vraiment pas là-dedans il y a quelques années. Tranquillement, on est en train de. Il y a beaucoup qui sont en train de s'enligner par là, tu sais. Mhm. Même moi, là, tu sais, avec ce spectacle-là, veux pas, c'est un peu ça. Puis on dirait que une fois que j'ai fini d'écrire tous ces numéros-là, là, tu sais, parce que là, c'est un peu derrière moi là, Mhm. comme projet, là, tu sais. Mais on dirait que j'ai eu de la misère à retourner vers Hey, avez-vous remarqué les chemises bleues? Tu sais, juste Mhm. c'est des affaires un peu Ouais. insignifiantes. J'ai eu de la misère, là, je suis en train de travailler un numéro sur mon papa qui est malade, tu sais, on dirait que Mhm. l'autre fois, j'étais en entrevue et je me suis impliqué, puis la personne m'a mis le mot, en fait, sur ce que j'exprime là. Elle dit, tu es devenu un humoriste adulte. Oh, Fait très, que très bien. Mhm. je suis devenu un humoriste adulte, là, maintenant. Là, je m'adresse Mhm. à des sujets un peu plus corsés, je pense. Mhm. Puis, voilà. Ben, ce que j'ai souvent dit, c'est que à 20 ans, on parle de ce qu'on fait et à 40 ans, en tant qu'humoriste, on parle de qui on est. Ouais. Ben, c'est parce qu'à 20 ans, tu ne sais pas t'es qui, en fait. Là. Tu sais, on Mhm. pense qu'on est des adultes là, quand on a 20 ans. Là. Puis maintenant, avec du recul, on peut se le dire, là, on n'est pas vraiment des adultes, là, on ne sait Oh, pas c'est théorique. grand-chose. Ouais. C'est Tu sais, légal, mais ouais, c'est ça. Légalement, tu es un c'est adulte, là, ça. mais pas dans ta tête. Là.
Puis on parle de ce qu'on connaît, on parle de ce qu'on fait. Tu sais, veux pas, quand t'es jeune, t'as pas vécu énormément de Mhm. choses. T'es pas nécessairement en contact avec tes émotions parce que tu les as peut-être pas toutes vécues, t'as pas été à confronter beaucoup de choses. Mais c'est somme toute, il y a des excellents humoristes qui sont très très jeunes aussi. Fait que Mhm. ça dépend, je pense, un peu de chaque personne finalement. Mon collègue Jean-François Joannis est un habitué de l'émission. Il nous a parlé d'ailleurs de comment on fait pour passer d'un projet sur papier à un projet qui se réalise devant les caméras. Il y a des projets d'émission, comme on en parlait, des nouveaux projets qui arrivent. D'ailleurs, s'il y a des gens qui sont intéressés à faire un projet, ben, on a un formulaire à remplir sur notre site web qui est très facile. En tout cas, je l'ai fait. Mais c'est de voir la différence aussi, comment on a un projet théorique et de l'amener côté pratique. Ouais. Parce que c'est là parce que souvent, bon, on n'a pas les moyens non plus de dire on va mettre 20 personnes sur un tournage. D'ailleurs, je pense que notre plus gros tournage ces temps-ci, c'est les galas de lutte. On est 5 ou 6 sur les galas de lutte. Ouais. Donc, c'est un petit peu plus complexe de faire une émission à grand déploiement. Un peu comme souvent, c'est drôle parce que Steven Bilodeau me disait que dans l'atelier, il écoutait, puis ça, ah, vous êtes combien là-dessus? On est moi puis Jean-François. Tu sais, c'est comme Jean-François fait de l'animation, prépare dans sa tête aussi, c'est de te voir aller aussi comment tu vas organiser ton montage en faisant le chose en direct, un petit peu l'aspect monteur puis réalisateur aussi en même temps, en arrière, en même temps qu'être animateur et caméraman. Donc, j'imagine que ça doit quand même t'occuper pas mal tout l'esprit quand on fait un tournage comme ça. Est-ce que tu essaies de compartimenter, de dire non, regarde, là, il faut que je me focus animateur quand je fais une entrevue, exemple donné? Au minimum, ouais, quand je suis en train de faire l'entrevue avec l'artiste, c'est clair que je focus sur la conversation que je suis en train d'avoir, puis ignorer le côté technique, côté réalisation. Puis là, je me remets à toi, puis je fais comme, faut que je fasse confiance que Sylvain, il sait ce qu'il fait. Mais c'est ça. Parfois. Oui. Ben, la plupart du temps, ça va bien. Mais c'est vrai que quand je passe sur un projet, tu sais, quand on passe sur un projet, il faut que tu aies un réalisateur tout de suite, moi, je dis en partant, pour bien partir un projet, pour avoir un concept, puis élaborer de la façon de le faire pour que ça rende justice à ce que la personne qui fait son projet veut faire. Puis après ça, avoir quelqu'un de bon en technique pour regarder aussi l'aspect technique de la chose. T'sais. Ce qui fait que quand on est en tournage, tout le monde se complète bien. Parce que, bon, moi, je suis à l'image, toi, tu es à la technique. Ouais, ça, moi, je dis toujours, je suis le gars de filage, lui, il est le gars d'image. D'ailleurs, même pour préparer cette entrevue, ben, j'ai besoin de tes services pour ajuster quelques paramètres. Ils vont dire que mes services sont peut-être pas bons parce qu'on a la misère avec une caméra, là, mais en tout cas. Mais ouais, c'est ça. Fait que oui, effectivement, je pense, surtout quand je suis en train de faire mon visuel, c'est super niaiseux, mais je suis en train de prendre des images, tout ça, puis des fois, j'ai même un beat dans ma tête de musique qui va aller sur ces images. Okay. Tu sais, qu'est-ce que j'entends, puis qu'est-ce que je vois. Fait que ouais, c'est comme un peu un tout hein, pendant que tu es en train de tourner sur le coup. Puis aussi, tu sais, tu te laisses, en quelque part aussi, il faut que tu saches t'adapter puis te laisser inspirer sur le coup du moment aussi. Sur le coup du moment, parce que qu'est-ce qui arrive, tu sais, tu planifies so much, tu planifies certaines choses, mais là, souvent, plus souvent qu'autrement, ça se présente pas nécessairement comme tu t'attendais. Non. Fait que là, il faut que tu saches t'adapter. Fait que, tu sais, oui, tu as une certaine préparation, mais pas trop parce que tu veux être flexible, tu sais. Ouais. Puis... c'est sûr qu'on planifie pas une tondeuse à gazon qui part en plein milieu d'une entrevue. Genre, c'est ça. C'est une anecdote de tournage, notamment avec Marie-Rosa. Marie-Rosa, oui. Ouais. Donc, ça a été en plein milieu d'une entrevue. Moi, je trouve c'est parce que je vois ça là, rentrer sur le son. OK, au pire, au loin, une machine, deux machines. Là, quand trois machines, le Weed Eater se met à aller. Ben là, tu vois, OK, il faut faire d'autres choses. Fait que ça casse un peu le beat. Fait qu'il faut s'adapter rapidement. Oui, absolument. Ça c'est mettons, l'aspect technique, plus que dans ce contexte-là. Mais il y a d'autres temps aussi, c'est
tu vas voir quelque chose ou tu vas découvrir quelque chose sur le coup, puis là, tu dis, OK, il faut que je prenne ça ou ça, faut que j'illustre ça dans l'émission. Fait que là, tu t'adaptes aussi au niveau créatif, dire ça, finalement, c'est plus important que l'autre affaire. On fait de la recherche, mais on en fait... on en découvre tout autant quand on s'en va sur un tournage. Puis on fait un minimum de recherche, on s'entend, on n'a pas le luxe, nous autres, d'aller sur un lieu de tournage en avance. 3 recherchistes aussi. Non, c'est ça. Puis, il y a bien des trucs, là, comme dans l'atelier, c'est un bon exemple, mais normalement, une grosse production, ils vont aller sur le site à l'avance, voir comment ce que c'est, préparer comment ce qu'ils vont tourner ça, tandis que nous autres... Les plans de caméra sont faits pratiquement... en avance. Oui. Le réalisateur arrive avec sa grosse cue sheet, comme on dit. OK, tu pars 1, 2, 3, tout est planifié d'avance. Nous autres, on y va un peu, comme on dit en anglais, sur le fly. Ouais. Mais en même temps, tu sais, moi, je trouve ça intéressant parce que c'est un peu comme, mettons, un artiste, ce qui va faire un long croquis avant de faire sa peinture. Nous autres, on arrive avec nos pinceaux et notre couleur. C'est ça, c'est direct. On le fait direct, puis c'est sharp, c'est quand même... Ça nous permet d'être créatifs sur le coup. L'aspect technique d'une production télé est toujours très importante. Bien évidemment, au-delà des caméras qui fonctionnent, des micros qui sont allumés, des lumières qui visent vraiment le sujet, eh bien, il y a des impondérables qui peuvent arriver, surtout en tournage extérieur. On en a parlé avec Jean-François Joannis et croyez-moi, ça donne des anecdotes parfois savoureuses. Puis pour revenir aussi à ce que tu disais, au niveau préparation, exemple, je prends au gala de lutte, on est allé voir avant, on va aller voir, OK, on passe nos filages où, qu'est-ce qu'il faut faire, ça rendre là, mais ça s'arrête là. Le premier gala, là, on est rodé, tout ça, ça va bien, mais le premier gala, ça a été tout un... Je pense qu'on a réglé des problèmes jusqu'à 7h moins 5 à peu près. On a réglé des problèmes jusqu'à bien trop tard, ça c'est clair. Mais ça fait partie un petit peu de la game, là, surtout comme dans le contexte, c'est ça. Moi, je suis allé voir un gala avant pour voir comment est-ce qu'on pourrait faire la réalisation de ça, mais j'étais arrivé avec les grandes lignes de ça. Mais après ça, au niveau technique, puis les détails techniques, là, c'est plus trop dans ma branche, c'est plus dans la tienne. Puis fait que c'est normal, on va frapper des murs, là, ici et là, puis il y a des ajustements à faire. Même on en a encore. On en fait encore. C'est encore des ajustements qu'on voit à chaque fois. Puis ça, c'est juste normal, ça fait partie de la game pour n'importe quelle compagnie de production, là. T'espères juste que quand tu rencontres un problème X, Y, Z, que ça paraîtra pas trop dans le produit final. Toujours des impondérables de dernière minute, comme un micro-casque qui commence à faire un buzz incroyable dans le son. Tu dis, je peux pas faire ça, je peux pas mettre ça là. Ça, c'est un exemple de... comme il faut que tu le trouves le problème, parce que tu peux pas avoir ta production avec un casque qui marche pas. Mais tu sais, comme j'ai remarqué, mettons, le dernier gala de lutte, les lumières de la salle sont restées ouvertes, tout là, je suis comme, OK, mais ça a plus l'air. Je me demandais, du coup, j'ai même pas réalisé. Je fais pas ça, quand sur le montage, je regarde, je dis, là, ça n'a pas l'air comme les autres galas. Je dis, oui, les lumières sont allumées partout. Ça donne un autre look, ça donne un autre style, mais tu sais, c'est un affaire qui est comme pas prévu. Leur gala de prix, je pense aussi, à cause de ça, c'est pour ça qu'ils avaient allumé les lumières. Puis, c'est pas grave, tu sais, c'est juste que dans ma tête, comment est-ce que je vois les images qui devraient être prises, ça aurait été sombre en background, puis plus éclairé où est-ce que le stage, puis là, ça donnait moins ça, tu sais. C'est beau pareil, mais puis j'en parlerai pas, personne ne le remarque, mais reste que, tu sais, c'est des petits détails, c'est un exemple de petits détails qu'à chaque fois qu'il va arriver que ça se présente pas nécessairement comme tu penses. Ou à un moment donné, je me souviens des lumières qui commencent à être comme des stroboscopes, littéralement. Et puis ça, on peut le voir. Puis d'ailleurs, ça est resté, j'imagine, sur le produit final. Je sais pas c'était lequel gala, mais je me souviens quand ça. Je pense que il y a 2 galas. Mais là, tu cherches. Là. Mais c'est là, c'est justement la panique qui s'en prend. Et là, on a découvert que finalement, c'était quelqu'un qui avait allumé une lumière, puis ça faisait une interférence avec les autres lumières. Et puis là, ça a commencé à faire du stroboscope. Moi, je pensais que c'était un effet. Cool, ils ont mis un stroboscope. Toi, non, ça marche pas. C'est pas un effet. Moi, j'avais peur que ce soit le signal des caméras qui lâche. Peut-être aussi, oui. Tu penses toujours au pire. Vu que là, j'étais en mode panique un petit peu pendant une couple de secondes. En mode panique. On n'est pas en train de faire une chirurgie non plus. Là. Il va mourir, mais tu sais, il reste que... Ma production est peut-être en danger. Là. Ouais, mais là, je me demandais de maudit qu'est-ce qui se passait, c'est clair. Mais tu sais, il y a eu ça. Puis c'était quoi l'autre affaire? Pendant que tu m'en parlais, j'ai pensé à un autre qui est arrivé. Notre caméraman qui accrochait son fil en pleine production. Oui. Le fil casse. Le fil HDMI casse. Puis moi qui pars en course en bas, elle disait, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, je ne sais pas comment le fil est cassé.
Tu sais, s'il est juste cassé ou s'il est cassé dans l'appareil. Ouais, là, t'as un gros problème. Là, si la prise HDMI est cassée dans l'appareil, c'est fini. Là. Il faut changer l'appareil au total. Ouais. Puis on n'a pas le temps là, non plus. Là. Ça roule. Il faut avoir des... mais finalement, on a réglé ça en temps de une minute et demie. Là, deux, bon. Mais tu sais, c'est parce que dépendamment du problème, ça aurait pu être pire. Ben oui. On ne sait pas. Puis là, tu mets ta production en jeu parce que ce qu'il faut savoir, puis que les gens qui nous écoutent ne savent peut-être pas, mais c'est enregistré comme si c'était live. On appelle ça live to tape là, dans le jargon. Fait que on n'enregistre pas chacune des caméras indépendantes pour pouvoir faire du patching après. Il y a très peu de montage qui se fait à suite. On va rajouter des images, exemple donné, si on a oublié une image, par exemple, ou des graphiques. C'est plus éléments graphiques, puis la musique, essentiellement, le montage de ça. Fait que, il n'y a pas moyen vraiment de réparer quelque chose de majeur de même. Là, ça a été le bout. Ouais. Du 14 au 20 avril a lieu la semaine de l'action bénévole. D'ailleurs, on est en plein dedans. Une belle manière de s'impliquer dans un organisme, c'est de faire partie de son conseil d'administration. On en a parlé avec le président du conseil d'administration de la TVC Basse-Lièvre, Michel Parenteau. On a parlé de recrutement de nouveaux membres et aussi parfois de fusion de conseils d'administration de deux organismes qui œuvrent dans le même sens pour que ces deux organismes puissent survivre. On va revenir au recrutement parce que tu as mentionné quelque chose tantôt qui m'a vraiment titillé. Il faut, j'allais dire pratiquement, faire les mêmes choses que quelqu'un qui veut recruter un employé pour en recruter. Parce que là, il faut annoncer, il faut aller d'un bord de l'autre, le dire, pratiquement de crier sur tous les toits. Ça demande aussi un certain temps, une certaine implication. Puis, il faut savoir à quelle porte cogner. Mais à un moment donné, quand on se retrouve, là, bon, OK, on a fait le tour, là, puis on l'a pas, là, parce qu'il n'y a pas personne qui a levé la main. Qu'est-ce qu'on fait si on en a vraiment besoin? Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un, ben, intéresse-toi à ça ou ça? Comment ça peut fonctionner? Ben, je me suis pas vraiment rendu jusque-là. C'est sûr qu'à un moment donné, pendant un an, il y a un poste vacant. Mais c'était quand même, je sais pas, t'es 8 au lieu de 9, tu peux continuer de fonctionner. C'est sûr qu'il ne faut pas que ça soit la norme courante. Là. Mais comme nous, ici à la TVC, on a comblé ça a pris presque un an là, pour dire, là, on a quelqu'un, on est complet. Fait que oui, on est capable de vivre avec des postes vacants, mais c'est comme un peu partout. Dans les conseils municipaux, il y a des conseillers qui partent, il y a des maires qui partent. On le vit un peu partout. Il faut apprendre à vivre avec ça, mais il faut être capable de se trouver des façons de vendre notre organisme. Une fois que ta mission est bien tablée, puis que ta communauté alentour est consciente de cette mission-là, que si on n'est pas assez sur le conseil d'administration, il y a des enjeux puis il y a des risques. Mais je pense qu'après ça, tu peux approcher un club social, tu peux faire le tour. Je l'ai déjà vécu ailleurs. L'organisme a contacté plusieurs clubs sociaux, puis on a de la difficulté. Fait que chaque club social peut envoyer quelqu'un pour c'est ta communauté alentour qui va t'aider à surmonter tes enjeux du moment, puis éventuellement, mais ils vont se retirer tranquillement, puis ça va être des citoyens qui vont prendre la place. On a vu récemment, il y a quelques années, la tablée de Bethléem qui était juste ici, dans un autre local à l'église, et se réunir leur conseil d'administration avec la Banque alimentaire, bon, parce que l'émission était relativement semblable, on parle de la faim, donc chez les jeunes, mais aussi chez les adultes, donc ça allait bien ensemble. Pour survivre, est-ce que ça peut être une façon de faire pour qu'un organisme puisse survivre par le manque de personnes sur leur conseil d'administration? Je pense que c'est ça qui était venu, leur conclusion, c'était ça, puis entre guillemets, on ne parle pas de fusion, là, mais dans les faits, ils ont jumelé les deux organismes, puis c'est un conseil d'administration, à mon souvenir. Là, oui, absolument. Fait que, oui, c'est une des solutions. C'en est une, mais des fois, tu es tout seul, tu n'as pas d'autres... T'en as pas. T'sais, la télévision ici, si on avait des problèmes, on ne peut pas fusionner avec... télévision. On ne peut pas fusionner avec personne d'autre. Là. C'est pour ça que ça va dépendre des situations. Démarrer un nouvel organisme, c'est tout comme démarrer une nouvelle entreprise. Ça prend les bonnes personnes aux bons endroits pour que l'organisme voie le jour et fleurisse. On a abordé le sujet avec Michel Parenteau.
il y a beaucoup d'organismes et souvent, on en a des nouveaux. Il y en a qui sont apparus, il y en a qui sont disparus. Combien est-ce qu'on peut dire avant qu'un organisme soit vraiment là, stable puis que tout aille bien? Là? Comment ça peut prendre de temps? On dit souvent en entreprise que les 5 premières années sont critiques. Est-ce qu'un organisme, c'est la même chose aussi à peu près? Ben, c'est peut-être, oui. Ça fait du sens un peu. Je ne l'ai jamais évalué parce que j'ai jamais démarré d'organisme. Je suis toujours arrivé, puis comme la télévision, ça faisait à peu près 40 quelques années que j'étais là quand je suis arrivé. Dans le milieu scolaire, le système scolaire existait avant que j'arrive. Oui, évidemment. La coop existait déjà, le Loisir Sport Ottawa existait déjà. Fait que je n'ai jamais démarré. C'est moins mon ADN à moi. Tu sais, puis tu as différents types de personnalités. Si dans ton organisme, on est en phase de développement parce que les organismes ont une mission, mais tu peux être en phase de stabilisation de ta mission, tu peux être en phase de développement. Mais si tu es en phase de stabilisation, puis ton CA, c'est juste des développeurs, ça va pas bien parce qu'ils sont ailleurs, ces gens-là. Fait qu'il faut aussi avoir une diversité de personnes alentour de la table. Puis si tu es un développeur puis tu es en phase de stabilisation, ben tu vas t'emmerder peut-être un peu. Là. Si pendant 2-3 ans, tout ce que tu veux démarrer, non, on n'est pas là, non, on n'est pas là. Fait qu'il faut aussi que tu juges là, dans quelle étape de vie l'organisme est rendu. En anglais, on dirait il y a des thinkers puis il y a des doers. Il y a des penseurs puis il y a des faiseurs. Ça prend un mix des deux aussi. Là. Oui. Parce que tu ne veux pas stagner non plus comme organisme. Tu t'essayes le plus possible de développer, mais dépendamment de ta mission, ben, ça se peut que ce que tu vis actuellement fasse pleinement ton affaire aussi. Fait que, ouais. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition du mardi 17 avril de Studio Libre, spécial Jamais vu, jamais entendu. J'aimerais remercier encore une fois mes invités Michel Parenteau, Jean-François Joannis et l'humoriste Sébastien Haché de nous avoir accordé de leur précieux temps. Et aussi, si vous voulez revoir cette émission et ainsi que toutes nos émissions, vous pouvez le faire sur notre chaîne YouTube au TVC Basse-Lièvre. Trouvez-nous, c'est très facile. Également, sous le même nom, sur Facebook. On est là, on est présent et on vous donne des nouvelles un peu plus au quotidien de ce qui se passe à la TVC. Moi, je vous quitte pour 2 jours seulement. On se revoit jeudi pour un autre Studio Libre.